Attends. Tu bouges pas, je reviens, je sais pas qui c'est. Je vais faire en sorte que ça s'éternise pas. Oui, j'arrive. Bonsoir. Je peux vous aider? J'imagine que vous êtes Benny Hammond. Oui, vous imaginez bien. En revanche, je suis désolé, là, on est fermé, revenez demain matin. Connie Fraser, des services sociaux. Ah, c'est vous. Toutes mes excuses. Je ne vous attendais pas si vite. C'est pas la porte à côté. De nuit, ça roule plutôt bien. Oui, écoutez, j'ai pas dit à la gamine que vous veniez. J'avais peur qu'elle s'échappe à nouveau. Elle est un peu tendue. Comme la plupart des enfants que je vois. Je me doute, ouais. Alors, où est-elle? Dans la cuisine. Venez, on va aller la voir. Merci. Je suis désolé de pas vous avoir fait entrer tout de suite. C'est pas grave. C'est marrant, vous aviez pas du tout la même voix au téléphone. Chers auditeurs, bonsoir et bienvenue sur Méridien Zéro. Gérard Vaudan, richement accompagné ce soir, chers auditeurs. J'ai la joie d'avoir à ma droite Maurice Gendre. Bonsoir Maurice. Bonsoir à tous. Et à ma gauche, Thibaut Philippe. Bonsoir mon cher Thibaut. Bonsoir. Alors, chers auditeurs, ce soir, une émission de Méridien Zéro consacrée au Tavistock, à l'Institut Tavistock. Alors, chers auditeurs, non, ce n'est pas, le Tavistock n'est pas un cousin du Gaviscon, n'est-ce pas, mon cher Maurice? Ce n'est pas un médicament. En même temps, lorsque vous nous avez proposé, mon cher Thibaut et mon cher Maurice, de dérouler une émission sur le Tavistock, je vous avoue qu'immédiatement, je me suis rué sur cet horrible Google, ce fantastique moteur de recherche, et j'ai tapé Tavistock parce que je dois l'avouer, chers auditeurs, je ne savais pas, chers invités également, je ne savais pas ce qu'était le Tavistock. Eh bien, nos invités vont nous faire découvrir ce Tavistock, cet institut qui finalement oriente nos vies, nos sociétés, si j'ai bien compris, depuis plus d'un siècle, c'est bien ça. 1913, en fait. Depuis 1913 maintenant. Alors Maurice, c'est vous qui êtes à la barre de cette émission finalement. Hein, vous allez nous passer à la moulinette notre ami Thibaut qui lui est un spécialiste du Tavistock. Alors on dit comment, un Tavistockien, un Tavistockiste? Le Tavistockien, c'est plutôt celui qui bosse, donc je dirais que Thibaut, c'est plutôt le Tavistockiste, ouais, c'est ça. Non, alors bon, Thibaut, tu nous disais que oui, ça remonte à 1913, mais ce dont tu vas commencer à parler, la création de la clinique, elle date de 1920 et elle a été créée à Londres par un certain Herbrand Arthur Russell, qui était duc de Bedford, marquis de Tavistock. Alors vous parlez de clinique là, mais moi j'étais parti sur l'institut. Alors pourquoi une clinique? Commençons par le début. Alors la clinique, c'est au départ en fait c'est un département psychologique de l'armée britannique, et on étudie les effets traumatiques causés par les bombardements au sein de l'armée du Royaume-Uni lors de la Première Guerre mondiale. Donc ça, au début, effectivement, c'est une clinique, et en fait ça devient un institut simplement en 1947. Avec, donc c'est là qu'on commence à rentrer dans le vif du sujet, avec les fonds Rockefeller. Et là, je donne la parole à Thibaut qui vous en dira un peu plus et plus en détail. Alors par contre, si je ne m'abuse, si on parle de clinique, c'est plutôt sympathique ça. Donc on a des docteurs qui rendent service, on est dans la démarche humaniste, on rend service là, non Thibaut? Bah en fait, il y a déjà tout qui est dit dans les films hollywoodiens, dans certains films hollywoodiens qui en parlent, c'est-à-dire les films sur les savants complètement fêlés qui lobotomisent les gens, qui font des chocs, des chocs, des expériences, voilà. Tout est dit déjà. Il suffit de se rapporter au film qui s'appelle Un crime dans la tête de Jonathan Demme avec Denzel Washington pour voir un petit peu ce qui est dedans. Il y a un film très second degré qui s'appelle Les chefs du Pentagone. Très intéressant, c'est que le film de Demi dont est en train de parler Thibaut à l'instant, si mon souvenir est exact, le titre en VO est The Manchurian Candidate. Voilà, c'est un remake. Et en fait, j'invite vos auditeurs qui ne sauraient pas ce que c'est qu'un Manchurian,
Manchurian Candidate, allez jeter un œil, vous verrez déjà ça va les C'est un truc chinois? c'est un clin d'œil, mais c'est pas exactement chinois, on va dire, sur la réflexion. Mais en tout cas, ce qui est évident, c'est qu'effectivement, Les Chefs du Pentagone, qui est un autre film qui traite expressément du sujet dont on va parler ce soir, est présenté sous la forme d'une comédie. Et en fait, c'est un film très très sérieux et très grave, en fait. Sur le sujet dont il parle, quoi. Le réalisateur annonce d'ailleurs au début que les faits rapportés dans ce film sont plus vrais qu'il n'y paraît. Il laisse un paquet de petits indices durant tout le film. On reviendra sur le projet MK Monarch. On voit à un moment un papillon MK Monarch se poser sur la main de Georges Clooney. Ça fait allusion à l'Institut Esalen sans le mentionner. Et puis ça fait par contre clairement allusion, puisqu'il est mentionné au programme MK Ultra. Survie du soldat que je suis, je dois boire à tes flots bleutés, séjourner au sein de ta rouge argile et ta verte écorce manger. Tu transportes mon corps au travers du temps et de l'espace. Tu me raccordes avec l'univers et tout ce qui viendra ensuite. Je suis à toi et tu es à moi. Je te salue. Len s'était longtemps senti comme un oiseau curieux. À présent, il se sentait chez lui. Il était enfin au milieu d'hommes fiers de leurs différences. Ce fut une période enchantée pour Len. La vision de Bill avait quelque chose de si noble, de si pur, qu'elle inspirait aux Jedi le désir d'être plus que des soldats. Dans un monde déchiré par l'avidité et la haine, il serait une force du bien, une force de paix. Pour la première fois de sa vie, Len était véritablement heureux. Et puis, en ses jardins, un serpent vint enfin. Alors moi j'ai vu récemment Un crime dans la tête avec Denzel Washington. C'est plutôt un film fort sympathique, bien joué, etc. Il est vraiment extraordinaire. C'est l'histoire d'un officier américain. Alors c'est quoi en Irak, hein, ça doit être. C'est ça, il me semble que c'est ça. Oui. Et donc, comment dire, très rapidement, bon, il revient du front. Enfin, il y a eu sa section a été laminée, et puis. Il y a toute l'histoire qui tourne autour d'un des survivants qui est présenté comme un héros et qui est présidentiable en fait, et dirigé par sa mère, qui est Glenn Rose, si je dis pas des bêtises. Je me rappelle pas en fait exactement. Mais en fait, c'est le thème du film, c'est sur les fausses mémoires, les mémoires implantées, les phénomènes. Mais on va revenir dessus quand on va dérouler, quand on va arriver au MK Ultra, au MK Monarch de Tavistock. L'idée, c'est de créer. En fait, on a ce qu'on appelle des patterns, des structures comportementales. Et l'idée, en créant des traumatismes, de la lobotomie, des traitements de choc, c'est de faire ce qu'on appelle du dépatterning, c'est-à-dire détruire les structures comportementales et recréer par-dessus, c'est-à-dire un peu comme on vide le disque dur d'un ordinateur. Ensuite, on va implanter la mémoire qu'on veut. Ça a été notamment facilité par les utilisations du LSD durant les années 60, ce qu'a fait Tavistock, puis c'était eux qui étaient à la barre avec la CIA. Et ensuite, on va créer des fausses mémoires et on va obtenir des comportements voulus. On volait très bas au-dessus de l'océan. Il y avait une antenne chirurgicale. Et ils nous a emmenés là-bas. Où? Un endroit militaire? J'en sais rien. Un endroit dernier cri avec partout de l'acier, de l'inox, plein de fils, des tubes, des moniteurs. On t'a torturé? Non. Enfin si, j'ai eu mal, c'était une sorte de... Je sais plus comment on dit. La chirurgie effractive. C'est-à-dire? Comme quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Effractive. Ils sont entrés dans ma tête. Et ils m'ont obligé. Raymond Shaw, ils l'ont obligé à tuer quelqu'un. Comme si c'était rien. Le caporal Robert Baker. Un des nôtres, caporal. Un de nos soldats. Je crois qu'ils m'ont fait tuer quelqu'un aussi. Un gosse qui s'appelait Eddie Ingram. Caporal Ingram, levez-vous. Faites quelques pas, s'il vous plaît. Vous voulez bien fermer la porte, Chris? Merci. Capitaine Marco, levez-vous. Raymond? Oui, monsieur?
Il y a un revolver sur l'armoire. Prenez-le, s'il vous plaît, et donnez-le au capitaine Marco. Oui, monsieur. Merci. Capitaine? Oui. Capitaine Marco. Maintenant, tirez sur le caporal Ingram. À présent, Raymond, étouffez le caporal Baker. Tuez-le. Continuez, Raymond. Connu du grand public, les électrochocs. Par exemple, il y a une scène assez fameuse et assez impressionnante dans Requiem for a Dream de Darren Aronofsky, avec Ellen Bernstein à la fin qui reçoit des électrochocs. Bon, il y a une référence à ça aussi dans les travaux de Naomi Klein sur la stratégie du choc, etc. Effectivement, il y a eu des travaux de ce type. En fait, ce qu'il faut voir en fait dans les travaux de Tavistock, c'est que l'utilisation du trauma en fait a pour but, on pourrait dire, de déprogrammer l'individu. Voilà, c'est exactement ce que disait Thibaut avec le phénomène de la pattern en fait. Voilà, En fait, c'est qu'un des aspects, c'est-à-dire que ça arrivait à partir de la deuxième moitié du XXe siècle, après les conférences Messi sur la cybernétique, on avait déjà parlé précédemment. Mais au départ, non. Bah, j'y reviendrai ensuite parce que je vais essayer de dérouler un peu chronologiquement pour pas perdre l'auditeur. On va revenir déjà avant la clinique, à l'époque où ça s'appelait Wellington House, où en fait c'était au sein de Wellington House. Mais déjà, pour l'auditeur qui connaît pas l'Institut Tavistock, il y a deux choses à retenir. C'est ce que dit John Coleman, donc qui est un ancien du MI6, qui est le premier à avoir révélé son existence en 69 aux États-Unis. Il y a deux choses à retenir. C'est considéré comme la mère de tous les think tanks. Il possède aujourd'hui, en tout cas en 1989, le réseau de Tavistock avait 10 à 20 institutions majeures, on reviendra dessus, 400 à 500 de taille moyenne et 500 satellites autour, ce qui représente des dizaines de milliers d'employés de Tavistock, alors qu'ils ont commencé à peut-être quelques dizaines ou même moins que ça. Donc il y a ça. Et ensuite, ce qu'il faut retenir, surtout, c'est que cet institut mène une guerre à la civilisation occidentale depuis plus d'un siècle. Tout ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire en passant par mai 68, les jeux vidéo, ou même parfois certaines fiertés régionalistes qui sont exacerbées, sont des structures comportementales qui ont été exacerbées par l'Institut Tavistock, par divers phénomènes de manipulation. Voilà. Ensuite, pourquoi ça a été créé? Ça a été créé par des sociétés maçonniques déjà. C'était créé par le groupe de Milner, le groupe de Milner a créé la table ronde et une autre organisation qui s'appelle le RIIA, donc il me semble que c'est Chatham House, l'autre nom, c'est ça? C'est l'autre nom, ouais, Chatham House. L'Institut Royal des Affaires internationales. Et donc Wellington House se trouvait au sein du Foreign Office, donc le département des Affaires étrangères en Angleterre. Et en fait, Charles Masterman, qui avait été nommé chef de ce centre, l'avait créé sur ordre d'autres personnes du groupe de Milner comme Lord Northcliffe ou Arnold Toynbee, qui étaient aussi des francs-maçons très haut placés, des 33 degrés et 3e degré, il me semble, pour transformer en fait l'opinion du peuple anglais, qui ne voulait pas la guerre contre l'Allemagne. Et on se souvient ce qu'avait écrit Pierre Hillard dans son rapport sur le mondialisme. La création du Bagdad Ban avait créé beaucoup de tensions entre l'Angleterre, enfin les mondialistes de l'Angleterre, et l'Allemagne, enfin surtout du point de vue de l'Angleterre, c'est ça. Et donc là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont aidé, en créant les premières campagnes d'opinion publique, à retourner l'opinion anglaise contre l'Allemagne, en diffamant en fait le Kaiser Wilhelm II, en le présentant comme un boucher sanguinaire, un peu comme on fait avec Poutine, Bachar al-Assad, Kadhafi, en fait avec tout le monde, Milosevic, depuis des dizaines et des dizaines d'années. Comme quoi les méthodes de l'Institut Tavistock marchent toujours aujourd'hui, et très bien. Et donc ça c'est pour pousser à la guerre, ça s'est fait en plusieurs parties. Donc en 1914, il y a la déclaration de la guerre. La guerre est inévitable. Même les intellectuels ont la fièvre. Thomas Mann écrit que la guerre est une purification, une libération. Herbert George Wells veut abattre l'Allemagne pour l'amour de la paix
et du désarmement du monde entier. Le docteur Freud à Vienne affirme que toute sa libido est offerte à l'Autriche-Hongrie. Quant à Albert Einstein, alors âgé de 35 ans, il constate que la guerre est la volonté de l'Europe. De toute l'Europe. Et Masterman, ce que fait Charles Masterman, il a recruté plusieurs auteurs, dont des francs-maçons comme Arthur Conan Doyle ou Rudyard Kipling, mais aussi Chesterton, et pour écrire un paquet de pamphlets. Et en tout, il y a eu plus de 1160 pamphlets qui ont été écrits durant la Première Guerre mondiale, donc ce qui fait quand même une énorme propagande. Il y avait le Daily Mirror, je crois que c'est le Daily Mirror ou Daily Mail, c'est à vérifier, celui qui a été créé par le journal créé par Lord Northcliffe, qui envoyait de la propagande, donc un espèce de storytelling aux soldats britanniques sur le front en France. Donc c'était de la propagande grise, un mélange d'histoire, mais en même temps avec des faits réels. Donc c'était pour tromper. Et en 1915, ce qu'il fallait, c'était pousser les États-Unis. Pousser les États-Unis à la guerre. Donc il y a ce qu'on a appelé le rapport Bryce, d'un brillant expert historien, il me semble, américain, qui a publié un livre qui rapportait les témoignages de 1200 témoins oculaires qui auraient vu la barbarie du Kaiser, des armées allemandes qui violaient les femmes sur la place du village, le Kaiser qui tranchait les bras des gamins ou qui tranchait les seins des femmes, enfin un paquet d'atrocités qui étaient fausses de A à Z. Mais des couveuses koweïtiennes. Ouais, c'est ça. Derrière les couveuses koweïtiennes, il y a un centre qui travaillait avec Tavistock qui s'appelait Hill & Knowlton, c'est ça, et qui était payé $600 000 par cette opération par l'ambassadeur du Koweït. To August 2nd, 1990. Iraq attacks Kuwait, claiming the Kuwaitis are slant drilling into Iraq's oil fields. U.S. President George Herbert Walker Bush pushes for a land war against Iraq, but polls show the U.S. public is split 50-50 on that idea. Then comes this eyewitness testimony before a congressional committee from a 15-year-old Kuwaiti girl. The claim is she cannot be identified for fear of reprisals. While I was there, I saw the Iraqi soldiers come into the hospital with guns. They took the babies out of the incubators, and left the children to die on the cold floor. The U.S. public is outraged. The result? Support for land war zooms. It's a turning point. Desert Storm is launched. 135,000 Iraqis are killed. An estimated 1 million Iraqis, many of them children and old people, then die as a result of 10 years of sanctions. One small problem. There never were any incubator baby deaths. Not one. The Canadian Broadcasting Corporation's investigative flagship program, The Fifth Estate, reveals the girl to be the Kuwaiti ambassador's daughter, given her lines and coached in acting by the giant American PR firm Hill & Knowlton. It's one phase in a $10 million joint U.S.-Kuwaiti campaign of deception. This man is lying. I myself buried 14 newborn babies that had been taken from their incubators. This man is lying. And they had kids in incubators, and they were thrown out of the incubators so that Kuwait could be systematically dismantled. There were a lot of people who participated in a conspiracy. Yes, an out-and-out conspiracy of fake organizations, false documents, fraud, and disinformation. So, if a new man named Bush is in the White House and helps engineer a brazen deception in order to achieve global geopolitical goals as well as domestic and personal ones, it wouldn't be a first, would it? Hilton, d'ailleurs, si mes souvenirs sont exacts, qui est devenu ensuite Ogilvy. Et Ogilvy a assuré la campagne de Ségolène Royal en 2007. Quand celle de Sarkozy, à la même époque, était assurée par le Boston Consulting Group. Voilà. Alors, je ne l'ai pas dit par contre, mais les financements de Wellington House venaient de Wall Street, venaient de Rothschild et venaient de la famille royale d'Angleterre. Voilà. Rockefeller a suivi ensuite, comme tu l'as dit tout à l'heure, quelques années après, mais au début c'était Rothschild et la famille royale d'Angleterre. Voilà. Et donc,
ce rapport Bryce a été traduit en 27 langues, c'est-à-dire que même les pays neutres ont été influencés par ce qu'il y a dedans, ils étaient complètement choqués. Et à partir de là, Wellington House s'est dit, bon, voilà, ils ont commencé à minimiser l'incertitude sur leur méthode, et à se dire, ça marche pas pour mobiliser l'opinion publique. Et ils sont aussi servis de l'industrie cinématographique, ils ont fait un film qui s'appelle Le Kaiser, la bête de Berlin. Et ils ont adapté un livre d'un ancien ambassadeur, je crois américain en Allemagne. Et c'était mes 4 ans en Allemagne, My 4 Years in Germany, qui lui aussi c'est évidemment de la propagande là-dessus. Wilson a été élu en promettant qu'il n'irait pas faire la guerre à l'Allemagne. Mais disons que Wellington House avait une petite ramification aux États-Unis avec des gens qui sont déjà connus par certains auditeurs, qui sont Edward Bernays et Walter Lippmann, qui eux ont poussé Wilson à la guerre, notamment par l'influence dans la commission Krill. Donc la commission Krill qui a été créée en avril 1917, c'est quoi? Elle a été dirigée par le journaliste George Krill, et c'était pareil, façonner l'opinion, la retourner, puisque a priori les Américains n'avaient rien à cirer de ce qui se passait en Allemagne, et pour ensuite leur dire, nous les Américains, nous allons participer à l'effort de guerre. Et on connaît cette affiche, I want you for US Army, de cette époque avec l'oncle Sam, c'est justement l'ancêtre de Tavistock. To better understand the current state of modern-day media manipulation, we must first look at the father of propaganda, Edward Bernays. His influence on the 20th century rivaled that of his uncles, Sigmund Freud, as Bernays pioneered the idea of crowd psychology with Freud's psychoanalytical ideas in what would become a new political ideal on how to control the masses. In his 1928 book, Propaganda, Bernays wrote, "If we understand the mechanisms and motives of the group mind, it is now possible to control and regiment the masses according to our will, without them knowing it." He called it the engineering of consent, and proposed that those who manipulate this unseen mechanism of society constitute an invisible government, which is the true ruling power of our country. It was Bernays who introduced the corporate giants to crowd psychology methods and polished techniques to manipulate society. He convinced the population to buy on impulse things they didn't even need, by linking mass-produced goods to their own unconscious desires. The tobacco industry hired Bernays to persuade women to take up smoking, and the Alcoa Aluminum Company asked him to drive the campaign for the national fluoridation of our water supply. A consumerist culture was born, and the U.S. government took notice. In addition to famous corporate giants, Bernays also began working for the federal government. They adopted his technique of manufacturing ever-present dangers and then maintaining a constant state of fear to give those in power greater control of what Bernays called the mass mind. Edward Bernays, who's the father of modern advertising and propaganda. He literally wrote the book, Propaganda. Joseph Goebbels, on record, the Nazi propaganda minister, used a lot of his information and twisted it to his own designs. Bernays was the chief psychological warfare expert for more than 20 years, advising the Department of War. He advised them to call it defense. Don't be honest anymore. Call it the Department of Defense, because you're actually going to run giant imperial slaughter operations. Ce qu'on appelle mais ça peut être vérifié, tout ça peut être vérifié en source ouverte, hein. Il y avait les 4 Minute Men, c'est-à-dire des gens qui pendant des assemblées se levaient et reprenaient la propagande gouvernementale pour exhorter les civils à les combattre au bénéfice, croyait-il, de l'Amérique. Et voilà. Et en fait, la commission Krill, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle a commencé à mettre en place des espèces de techniques de sondage, c'est-à-dire elle prenait les gens par l'émotionnel, donc par la décognition, et elle posait des questions
après avoir soumis des éléments irrationnels, et ensuite elle disait alors qu'est-ce que vous en pensez? C'est un petit peu comme on fait aujourd'hui, faut-il un Patriot Act à la française, après je suis Charlie. Voilà, c'est un petit peu les mêmes méthodes, et c'est à partir de là qu'ils ont commencé à systématiser justement ces choses-là. Oui, d'ailleurs, Lippmann a écrit un ouvrage qui s'appelait Public Opinion, je crois. Ouais, c'est ça. Et dans Public Opinion, qui a été écrit en 1922, qui est disponible en anglais sur Internet, où Lippmann, qui était membre de la société maçonnique Fabienne aussi, anglaise sur laquelle on reviendra, il disait un peu comme Bernays dans Propaganda, qui lui est disponible en français. Il étudiait comment on crée une volonté nationale, un esprit de groupe, un but social, comment ça se forme, comment les images se forment dans l'idée des gens. Il disait lui aussi qu'il fallait une organisation experte, mais un peu comme H.G. Wells dans La conspiration au grand jour en 27 ou 28, c'est-à-dire mettre en place un gouvernement d'experts, une espèce de gouvernement invisible, comme disait déjà Bernays. Et comment en fait simplifier la réalité pour que les gens comprennent un petit peu ce qu'on leur dit. C'est-à-dire manipuler complètement le réel, créer ce qu'il appelait un pseudo-environnement, donc un environnement contrôlé, une fausse réalité, et ensuite altérer la perception des gens pour les diriger dans le sens voulu, et c'est ce qu'il appelle l'opinion publique. Voilà. Et il disait, nous assumerons que ce que chaque homme fait n'est pas basé sur une connaissance directe et certaine, mais sur des images faites par lui ou qui lui ont été données. Sans une certaine censure, la propagande au sens strict du mot est impossible. Donc c'est quand même assez explicite. Il terminait en disant que il y a certaines formes de pollution sonore, en fait toutes les formes de pollution sonore entraînent justement une décognition chez les sujets, c'est-à-dire une perte de conscience, une perte de raisonnement, et que ça les empêche de se concentrer et de réfléchir sur les sujets sérieux. Voilà. Alors j'avais une petite question là, parce que en vous écoutant Thibaut, je me dis, mais c'était uniquement à des fins politiques ou parce que bon, en général, quand les Américains sont derrière, il y a souvent des fins commerciales. Alors ils ont fait du pognon avec tout ça ou? Oui, mais en fait c'est pas les Américains, c'est les Britanniques. Enfin, oui, pardon. C'est le contrôle britannique des États-Unis. C'était d'ailleurs le nom du rapport de John Coleman en 69. C'est Tavistock, le contrôle britannique des États-Unis. Voilà, les États-Unis sont, on va dire, les laquais comme toujours. Bon, du moment qu'il y a moyen de faire un petit billet, il y a toujours une possibilité. Donc oui, ils se sont fait du fric, évidemment, mais c'était pas ça le but. Ensuite, ça dépend comment on appréhende les choses. Si on voit tous les rapports économiques, on se dit s'il y a moyen de faire un pognon. Du pognon. Si on voit les rapports politiques, on se dit c'est à des fins de domination. Si on le voit par l'ésotérique, il y a encore d'autres rapports, puisque la société fabienne, qu'est-ce qu'elle voulait? C'était mettre en place la philosophie du Commonwealth, ce qui deviendra plus tard le Commonwealth, c'est-à-dire une espèce de nouvel ordre mondial sous gouvernement britannique, quoi. Une espèce de gouvernement faussement libéral, c'est-à-dire où à l'intérieur tout est atomisé, où on détruit toutes les cultures, où les gens sont interchangeables, un petit peu avec le projet citoyen du monde qu'a mis en place Tavistock à la fin des années 40, on reviendra dessus aussi, et avec l'UNESCO. Et au-dessus, c'est un espèce de gouvernement socialo-communiste fabien, où tout est contrôlé. Voilà. Le socialisme fabien, on pourrait le traduire par une tentative de synthèse en fait du socialisme et du capitalisme qui régira un monde global via une entité unique. Voilà. C'est ce qu'on pourra appeler le projet de gouvernement mondial, dont on peut se demander si on n'a pas vu l'ébauche lors de la manifestation du 11 janvier avec tous les dirigeants qui étaient réunis à côté du métro Voltaire. Dans la rue d'à côté, il y avait la plèbe d'un côté, il y avait la plèbe d'un côté, et puis il y avait l'élite de l'autre, gentiment, bras dessus, bras dessous. C'était une image assez fantastique d'ailleurs, mais avec les belles images de premier plan, on se dit waouh la vache. Voilà ça. En tête de cortège. Alors est-ce que le chemin pour Jérusalem commence par Paris? Parce que d'après Jacques Attali, la capitale du gouvernement mondial, c'est Jérusalem. Bon, sinon, je sais pas, j'aurais vu Brest, moi, c'est sympa. Pour reprendre sur ce que tu disais sur est-ce que c'est économique, est-ce que c'est politique, on trouve quand même sur Internet pas mal de noms de clients de Tavistock. Donc il y a des contrats avec l'USAID, qui est une société écran de la CIA, tout simplement. La Bechtel et la Raytheon, qui sont des sociétés d'armement, de défense. Le groupe a développé des profils et a bossé de manière très proche, très étroite avec le Club de Rome, donc les néo-malthusiens. Il y a le German Marshall Fund, la Fondation Rockefeller évidemment, le Bilderberg, le CFR, donc qui est une création américaine qui émane du RIA anglais, il me semble. La Banque des règlements internationaux, le FMI, la Banque mondiale, Boeing, British Petroleum, Microsoft, IBM, Kissinger Associates, puisque Henry Kissinger a été l'élève du premier directeur de Tavistock. Voilà. Sir John Rawling Rees. Alors donc Kissinger était un de ses élèves préférés, et Rawling Rees disait nous devons être une cinquième colonne au sein des sociétés. Voilà, il y a quelques
Il y a quelques personnages comme ça, très emblématiques des grandes figures de l'histoire contemporaine, qui ont été choisis directement par des membres du Tavistock. Un notamment, c'est Jimmy Carter, qui a été choisi par un des docteurs du Tavistock, qui s'appelle Peter Bourne. D'ailleurs, je me demande si le film Jason Bourne, enfin la série Jason Bourne, ne fait pas explicitement référence au docteur Bourne. Comme le cinéma en fait ne fait que des clins d'œil à ce genre de choses, et évidemment les clips musicaux, on en parlera tout à l'heure, je pense que c'est tout sauf une simple coïncidence. D'accord, c'est assez extraordinaire. Par contre, Thibaut, j'avais une question parce que je me dis, là, je vous écoute, vous citez énormément de choses. Alors, vous avez parlé de sources ouvertes. Alors, je vais faire le béotien, mais c'est quoi une source ouverte? Première question. Et deuxième question, c'est vous me sortez tout ça d'où, là? Parce que vous en avez des pages et des pages et des pages. Vous allez chercher ces informations où? Et surtout, quand je vous écoute là, c'est crédible tout ça? Enfin, on est sûr? Alors, il y a des choses qui sont sûres. Quand je les mets quand je les mets à un indicatif, c'est que je les ai vérifiées. Et quand je mettrai au conditionnel, par exemple, quand je parlerai avec Maurice de la création des Beatles par l'Institut Tavistock et l'école de Francfort, qui est globalement la succursale allemande qui ensuite est venue aux États-Unis. Là, j'emploierai le conditionnel. Mais de toute façon, je mettrai pour les auditeurs, je mettrai toutes les sources qui m'ont servi dans mon travail. Et quand je dis source ouverte, je mettrai que des sources vérifiables. Ensuite, je mettrai des sources qui reprennent sans être sûr. Par exemple, j'ai pas réussi à vérifier quand Daniel Estulin, alors pour savoir, pour Tavistock, il y a 2 livres qui ont été écrits. Il y a Daniel Estulin qui avait écrit sur la véritable histoire des Bilderberger, justement, qui est un très bon livre. Il a écrit sur l'Institut Tavistock, justement, l'Instituto Tavistock en espagnol, et il met beaucoup de choses. Je vais pas dire plagiat parce que le bouquin est intéressant, mais il y a beaucoup de choses qui sont reprises de différents articles sur le net, notamment des revues de Lyndon LaRouche, donc l'Executive Intelligence Review. Et il y a aussi, j'ai retrouvé la version espagnole d'un article de David Christie qui était sur le défunt site Mechanopolis, qui s'appelle Comment les réseaux sociaux manipulent nos cerveaux, qui parle pas mal de l'Institut Tavistock. Mais à un moment, il dit que Saul Alinsky, par exemple, une figure de la gauche radicale de la contre-culture, il me semble, de la deuxième gauche, a formé quelqu'un, je crois que c'était Roger Smith, qui s'appelait, et que cette personne avait assuré la promotion des gangs de rue, donc les gangs de racailles qu'on connaît aujourd'hui. Mais j'ai pas réussi à recouper l'information, j'ai eu beau, donc là je mettrai du conditionnel où j'en parlerai même pas. These are the armies of the night. Can you dig it? Can you dig it? The Furies. The Boppers. The Hi-Hats. The Lizzies. The Turnbull ACs. The Gramercy Riffs. Riffs! Yeah! And these are the Warriors. We know about the Warriors. They're a heavy outfit. They're from Coney Island. Warriors? You guys are the big dudes, huh? Now they're in the Bronx. We're going back. 27 miles behind enemy lines. It's the only choice we got. Between them and safety stand 20,000 cops and 100,000 sworn enemies. I want them all. I want all the Warriors. They've got one way out. They've got one chance. They've got one night. The Warriors. Sur les Beatles, il y a des choses très crédibles. Ensuite, sur d'autres choses, sur les Grateful Dead, dont on parlera aussi. Par exemple, on en reparlera. Le Grateful Dead, qui est un des groupes emblématiques de l'époque LSD. Le producteur de ce groupe-là était Alan Trist, par exemple, et Alan Trist était le fils de Eric Trist, qui a été à l'époque le directeur de l'Institut Tavistock. Donc alors, soit on croit qu'il y a des coïncidences. J'allais dire, c'est pas très gai tout ça. Triste, gay. Non, c'est pas mal quand même. Qu'est-ce qu'on se marre, qu'est-ce qu'on rigole. Pour revenir sinon sur RIS dont parlait Maurice, je vais compléter un petit peu la citation sur le texte dont c'est tiré, c'est-à-dire le projet stratégique pour la santé mentale, qu'on avait traduit pour le cercle non conforme.
Et Rhys disait, plus particulièrement depuis la dernière guerre mondiale, donc il parle de la première, nous avons beaucoup œuvré pour infiltrer les diverses organisations sociales de tout le pays. Nous avons mené une attaque utile à l'encontre d'un bon nombre de professions. Les deux plus faciles furent bien entendu l'enseignement et l'Église. Les deux plus difficiles sont le droit et la médecine. Si nous voulons infiltrer les autres activités sociales et professionnelles, je pense que nous devons imiter les régimes totalitaires et mettre en place une activité de type 5e colonne. Soyons tous, désormais et très secrètement, la 5e colonne. Voilà, il préconise notamment d'utiliser les médias, les fictions livresques, ça Walter Lippmann en parlait aussi dans Public Opinion, mais je ne l'ai pas mentionné, et les films. Donc j'en profite pour préciser aussi que l'Institut Tavistock a travaillé avec les frères Disney. Walt Disney était en formation du 32e degré au passage, à la création de films de propagande de guerre durant la Deuxième Guerre mondiale dans ce qu'on appelait le Committee for National Moral. Voilà, où je reviendrai dessus aussi. Ouais. Un élément moins connu, c'est que le Tavistock en fait donc a créé tout un tas de structures, comme l'expliquait tout à l'heure Thibaut, tout un tas d'officines, d'écoles de pensée, de think tank. Et bon, parmi les plus connus, il y a la Cornell. Et il y avait des membres des relations industrielles de l'école de Cornell qui s'appelaient Walton et McCarthy, qui avaient écrit un ouvrage qui s'appelait La théorie comportementale des négociations ouvrières. Et en fait, on peut se demander, enfin certaines personnes, même très sérieusement, le plus sérieusement du monde, se demandent si toute la logorée, tout le discours, toute l'argumentation autour des bienfaits du dialogue social, qui doit remplacer la lutte des classes, et un front syndical fort et qui ne se laisse pas faire, en fait, ne viendrait pas tout simplement des travaux de Walton et McCarthy, quoi. Et d'ailleurs, on parlait de la Fabienne tout à l'heure, je rebondis juste là-dessus. C'est que la Société Fabienne a joué un rôle, et ça c'est reconnu, y compris des membres de la Société Fabienne, ils ont joué un rôle fondamental dans la transformation du Labour Party en Angleterre, quand il est devenu ce qu'on a appelé le New Labour blairiste, c'est-à-dire sous l'influence de Giddens et de gens comme ça. Et en fait, la Fabienne a vraiment définitivement mis en place le tournant libéral du Labour, bon, qui avait déjà été amorcé avant, mais disons dans sa version blairiste, telle qu'on l'a connue à partir de là, avec Gordon Brown, etc. On peut sur la Fabienne faire d'ailleurs une relecture de 1984 en sachant ça. C'est Monsieur K pour la dernière mission sur Charlie. Il précisait que Orwell avait été un peu initié à la Fabienne, et quand on lit tous les essais, articles, lettres d'Orwell, oui, ça transpire ce type de socialisme. Donc quelque part, Michel est un héritier, même si c'est ce que j'appellerais un socialisme un peu plus positif que la Fabienne. Mais Orwell dans 84 en fait fait une grosse critique de la Fabienne, si on regarde bien, de tout cet esprit technicien, d'expert ou d'ingénierie sociale, c'est ça, dans son aboutissement. Et puisque tu parlais j'allais parler de Kurt Lewin en fait. J'allais parler de Kurt Lewin parce que je sais plus de quelle personne tu parlais, mais c'est une autre en fait figure clé de l'Institut Tavistock. À mon avis, ça a dû être, je sais pas, qu'il se tire un peu la bourre avec Bernier pour qui était la plus grosse ordure du XXe siècle, mais je pense que c'est Lewin. Et alors je vais verser des grosses larmes de crocodile parce que sur Wikipédia on lit sur Lewin: esprit scientifique et humaniste, marqué par la montée du nazisme dans son pays natal, il a consacré toute sa vie à la défense des valeurs de tolérance et de liberté, notamment au travers de ses travaux promouvant la démocratie à l'intérieur des groupes humains. La vérité, c'est qu'il s'est fait gicler d'Allemagne quand les mecs se sont aperçus qu'il fait des expériences de manipulation, puisqu'il est considéré comme un des fondateurs de la psychologie sociale, voire le fondateur de la psychologie sociale. Donc il était de la branche de l'école de Francfort, lui aussi. Et il était ensuite membre américain de l'école de Francfort, qui s'appelait donc Institute for Social Research, puisque Francfort, c'est qu'un nom comme ça, comme on dit le collège invisible de Palo Alto, ou l'école de communication de Palo Alto, qui a pas de nom en fait en tant que tel. Mais c'est l'Institut sur la recherche sociale. Et lui il a mené en fait diverses études. Il appliquait pas mal de choses aussi. Par exemple, c'est le père de ce qu'on appelait l'étude du bombardement stratégique, et qui s'est manifesté quand il a fait bombarder la ville de Freiberg le 27 août 40 par Churchill, alors qu'elle était Roosevelt, je sais pas, mais Churchill, je suis sûr. Et il fait la demande des deux. C'est ça. En fait, elle était dénuée de capacité militaire. Ensuite, on dit, regardez, les Allemands, les vilains nazis font la blitzkrieg contre l'Angleterre. Mais c'était au bout de 8 semaines, après qu'Hitler il ait demandé à Churchill, bon, respectez notre accord, et que Churchill ait fait bombarder sur conseil de Lewin systématiquement ces villes allemandes. C'est ensuite qu'il y a eu la Blitzkrieg. Et le bombardement de Dresde aussi, c'est du Tavistock. Voilà. Et oui, parce qu'un des buts du Tavistock, d'ailleurs c'est écrit noir sur blanc, ça a été déterré de certaines archives du Tavistock, c'est de voir de trouver le point de rupture d'un être. C'est-à-dire, en fait, arriver à un certain niveau de souffrance
de privation sensorielle, par exemple, c'est-à-dire dans un état de souffrance et de stress absolu, à quel moment l'être craque. Et c'est-à-dire que c'est là, à partir de là qu'on peut le déprogrammer et le conditionner socialement notamment. C'est typiquement le sujet du film Un crime dans la tête. Ouais, c'est ça. Mais c'est en fait c'est le tout ça, c'est quelque chose qu'a conceptualisé Kurt Lewin qui s'appelle la psychologie topologique. Donc on va revenir dessus rapidement, mais il y a un espèce de petit exemple avant-guerre qui peut donner une petite illustration. C'est le Radio Research Project. Donc il me semble pas que Lewin était dedans, mais qui s'est déroulé à l'université de Princeton. Donc c'était évidemment financé par Rockefeller pour étudier les effets des médias de masse sur la société. Donc ça, tu me parlais de source ouverte, c'est du wiki. Donc voilà, sachant que wiki, il y a quand même des choses de très bonne qualité dessus. Le directeur de ce projet, c'était Paul Lazarsfeld, qui était une des personnes qui a modélisé les sondages modernes, qui a travaillé notamment avec George Gallup pour les sondages Gallup. Le chef de la division musicale, c'était Theodor Adorno de l'école de Francfort, qu'on soupçonne d'être justement derrière la création des Beatles. Il y a un livre dont le titre peut rebuter ou faire un peu cliché, qu'a écrit Laurent Glosy, qui s'appelle Illuminati, où il traite du rock, du satanisme, de Walt Disney. Il y a des très bons éléments dedans. Ce que je regrette, c'est qu'il prend souvent les mêmes sources et moi je l'ai pas lu, je peux pas vérifier. Mais en tout cas, ce qu'il dit sur le Tavistock Institute, de mon côté, c'est vérifié globalement et c'est vrai. Voilà. Important sur Adorno et Horkheimer, donc les deux auteurs principaux de la fameuse personnalité autoritaire, c'est que les gens qui se sont retrouvés autour de la conférence Macy's, etc., et qui étaient donc influencés également par les membres de l'école de Francfort, voulaient justement créer un homme nouveau, c'est-à-dire qu'il soit complètement déraciné, hors sol. Entre 1946 et 1953, des scientifiques éminents de diverses disciplines se rencontrent au Beekman Hotel à New York, à l'invitation de la fondation Joshua Macy. Parmi eux se trouvent Norbert Weiner, Margaret Mead, Gregory Bateson, Kurt Lewin et John von Neumann. Le but de ces rencontres confidentielles, que l'on baptisera plus tard les conférences Macy et auxquelles participent parfois des agents de la CIA, créer une science permettant de prévoir et de contrôler le comportement humain. En ces temps de guerre froide, les États-Unis ont un besoin urgent de cette arme pour avoir l'avantage sur le nouveau champ de bataille du subconscient. Les participants des conférences Macy accueillent avec grand intérêt la publication en 1950 de La personnalité autoritaire. Il s'agit d'une étude collective de l'Institut international de recherche sociale, une annexe de l'Institut de recherche sociale de Francfort, dont les figures majeures sont Max Horkheimer et Theodor Adorno. La personnalité autoritaire est à l'époque l'étude sociologique la plus complète d'une société, en l'occurrence les États-Unis. Elle entreprend de fournir une explication scientifique aux préjugés religieux et raciaux. Les milliers d'entretiens récoltés forment une gigantesque base de données qui est exploitée par les ordinateurs les plus modernes et doit expliquer comment le comportement autoritaire peut devenir un phénomène de masse. Objectif de la personnalité autoritaire, cerner l'individu potentiellement réceptif au fascisme et au racisme, spécialement envers les Juifs. À cet effet, les sociologues mettent au point une échelle qui doit mesurer le potentiel fasciste de l'individu, baptisée échelle F. Les tendances cachées de la personnalité doivent être mises à jour grâce aux techniques psychologiques les plus sophistiquées, comme celle du psychologue américain Henry Murray, l'un des pères des tests de recrutement actuels. Pour éradiquer à jamais le fascisme et l'antisémitisme, il apparaît nécessaire de changer la nature de l'homme et son modèle culturel afin que cette matrice autoritaire disparaisse définitivement. Mais comment pénétrer sans opération dans la personnalité et la conscience des hommes pour changer cela ?
dire que de ce point de vue, l'Institut Tavistock a parfaitement réussi son entreprise d'ingénierie sociale. Et il a fabriqué du consentement en créant de toutes pièces, enfin à force, disons, on va dire, de déconstruction, a réussi à créer un être parfaitement déraciné, quoi. Celui qu'on connaît aujourd'hui et qu'on croise à chaque coin de rue. C'est ça. Mais ça a été dans la société civile, ça a été vraiment, on a commencé vraiment, Tavistock a vraiment commencé à l'appliquer durant l'entre-deux-guerres. C'est-à-dire que année après année, ça peut paraître con comme ça aujourd'hui, hein, mais la taille des ourlets des femmes se raccourcissait de plus en plus. Il y a eu la promotion de tout ce qui est lesbianisme, homosexualité, impudeur, fumer, boire en public. J'ai pour habitude de dire, mon cher Thibaut, quand on n'aime pas ça, on n'en dégoûte pas les autres. C'est pas la question, c'est que c'était il y a presque un siècle, quand même. Donc il faut se replacer dans le contexte. Et c'est là qu'est arrivé le jazz. Alors c'est marrant parce que Daniel Estulin, dans le bouquin sur Tavistock, donne l'étymologie, si je puis dire, du jazz, qui viendrait de l'argot jazz, qui signifie la pratique du cunnilingus. Très bien. Mais ouais, très bien. Mais dans la sphère privée, quand on en fait la promotion dans la sphère publique, ça donne ensuite des petites lolitas sur des affiches, quoi. On extrapole beaucoup, mais 90 ans après. Non, vous abusez, Thibaut, vous abusez. Reprenons. Mais je vois que monsieur aime bien les gamines. Voilà. Et c'est à partir de là qu'on a commencé à mettre aussi en avant les vedettes hollywoodiennes qui sont venues donner leur avis, un peu comme les crétins d'acteurs viennent parler sur les plateaux aujourd'hui en croyant qu'ils ont des choses à dire alors qu'ils font que réciter des textes. Oui, et puis, pas que, parce qu'il y a quand même deux exemples connus qui sont Clooney et Angelina Jolie, qui sont tous les deux membres du Council on Foreign Relations. Ouais. Donc quand ils s'expriment, on peut être sûr que c'est pas simplement l'avis d'un crétin d'Hollywood, c'est la voix du maître. Le sketch que nous a joué pendant des années l'ineffable Clooney autour du Darfour et du Sud-Soudan, c'était tout sauf un hasard. Il y avait un plan bien préétabli et qui évidemment visait essentiellement à empêcher la Chine d'entretenir de bonnes relations avec les pays qui étaient dans cette zone. Et Angelina Jolie, elle, on lui avait plutôt donné pour mission de déstabiliser médiatiquement une partie de l'ex-Yougoslavie ou par exemple de ce qu'on va appeler l'étranger proche russe. Et pour revenir en fait sur ce qu'on disait sur le Radio Research Project à la fin des années 30, l'équipe était tavistockienne, donc j'ai déjà dit qu'il y avait Paul Lazarsfeld, qu'il y avait Theodor Adorno, il y a eu aussi Adlai Cantrill, donc qui faisait partie du département de psychologie de Princeton, Gordon Allport qui a été assistant de Lazarsfeld et qui était le futur directeur de la branche américaine de Tavistock. Et en 1938, alors au départ c'était fait il diffusait des soap-opéras, c'était de la merde. Et si en plus t'aimes les soap-opéras, je peux plus rien pour toi. En 1938, c'est très connu, ils ont diffusé, il y avait Orson Welles qui a diffusé, qui a fait une lecture de La Guerre des Mondes de H.G. Wells, de La Fabienne, La Bonne Blague. Et le fameux ouvrage New World Order. C'est ça, New World Order, publié à titre posthume en 47. Donc ça vient pas de Bush en 91 ou 92. Déjà en 47, Wells disait New World Order. Et donc c'était en fait Adlai Cantrill qui était derrière cette opération. Et pourtant ils ont précisé que c'était la lecture d'une fiction. Mais ça a pas loupé. Ça a quand même marché. Ça a traumatisé des gens qui ont vraiment cru qu'il y avait une invasion extraterrestre. Et à partir de là, Tavistock ils se sont dit c'est bon, ça va nous servir. Ça veut dire qu'on va pouvoir aisément faire, s'ils croient à une invasion extraterrestre, pendant la Deuxième Guerre c'était pas prévu, mais ensuite on va pouvoir leur faire croire ce qu'on veut. Chers auditeurs, nous interrompons notre programme pour un flash spécial du service intercontinental d'information. C'est en effet aujourd'hui, à 19h40 heure locale, à l'observatoire de Mount Channing, situé dans l'Illinois à Chicago, que le professeur Foltz a remarqué une activité inhabituelle à la surface de la planète Mars. Des explosions d'origine gazeuse qui se produisaient à intervalles réguliers. Un détail très important maintenant, mesdames, messieurs. Un détail que vous percevez peut-être en tendant l'oreille. Il s'agit d'un espèce de bourdonnement qui semble venir des tréfonds de l'objet. Peut-être que vous le distinguez. Et je vais tenter de m'approcher, de tendre mon micro pour que vous entendiez mieux. Voilà,
Je m'avance, je me trouve à un peu plus de 10 mètres de l'objet là. Je pense que vous devriez l'entendre maintenant. Mesdames, messieurs, il se passe quelque chose. Oui, à la surface de l'objet, je vois se soulever ce qui ressemble à des plaques de tôle. Mais c'est incroyable, voici que l'extrémité du cylindre se dévisse. L'objet serait donc creux. Alors on peut se demander ce qu'il contient. Incroyable, extraordinaire, mesdames, messieurs, ce qui est en train de se passer ici. Une véritable première, mais attention, on dirait que quelqu'un est en train de sortir de l'objet. Quelqu'un, ou plutôt quelque chose. 2 disques lumineux apparaissent des profondeurs du cylindre. Cela ressemble à des yeux, peut-être un visage. Mon Dieu! Une sorte de tentacule vient d'émerger de l'obscurité. En voici une autre, et d'autres encore. Et voici le corps de la créature. C'est monstrueux. Elle possède à peu près la taille d'un ours et sa peau brille un peu comme du cuir mouillé. Et son visage. Enfin, est-ce qu'on peut appeler ça un visage, mesdames, messieurs, tant il est effrayant? On y voit 2 yeux noirs qui vous hypnotisent comme ceux d'un serpent. Quant à la bouche, elle ressemble plutôt à une sorte de bec en forme de V. Et il en dégouline une sorte de bave. Et cette bouche, on la dirait, animée d'une vie propre. Elle frémit, elle est agitée de spasmes. Mais voici que la créature se redresse. La foule recule, terrifiée. Je vais essayer de me déplacer. Je vous prie donc de rester à l'écoute pendant que je me déplace vers un endroit d'où la visibilité sera meilleure. Et si tu regardes bien maintenant, enfin depuis cette époque même, il n'y a que de la propagande grise. C'est toujours un mélange de faits et de fiction. Ils ont pris donc ce que disait Lippmann, ce qu'on a déjà vu tout à l'heure. Et voilà. Et donc pour revenir ensuite sur ce qu'on disait sur... Ah oui, une petite précision aussi sur qui était avec qui sera un peu plus tard avec Cantril. Ce que tu disais à l'instant, là, ça rappelle un peu. C'était Debord qui expliquait que dans la société du spectacle, le vrai était devenu un moment du faux. Je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est la bonne formule. Et pour revenir sur Cantril, pour montrer que dans toutes les opérations, avec lui, il y a eu Tavistock. Et il y a eu un conseil de direction qu'il a assisté quand il a bossé pour Reese, pour l'UNESCO un peu plus tard. Il y avait dedans Warren Bennis, donc qui était, on va dire, un petit adepte d'Eric Trist, futur directeur de Tavistock. Il y a eu Marilyn Ferguson, et on va en reparler, qui a été présenté comme l'auteur de la conspiration du Verseau, donc le manifeste New Age de 1980. Ouais, tiens, je vais t'arrêter là-dessus. Parle-en directement, parce que c'est vraiment un point important, ça aussi. Donc, en 1940, Tavistock a contribué à mettre sur pied le comité pour la morale nationale, qui était encore une fois chargé de faire de la propagande, comme durant la Première Guerre mondiale avec le I Want You for US Army. Et dans ce comité, on retrouve encore une belle brochette de Tavistockiens. Il y avait George Golub qui n'était pas Tavistock, mais qui a mis en place la méthode des sondages Golub qu'on utilise encore aujourd'hui. Margaret Mead, qui reviendra, donc qui a fait partie, qui avait les conférences Messi, mais aussi la Société d'anthropologie appliquée, dont a fait partie Edward Bernays pratiquement jusqu'à la fin de sa vie. Gordon Allport, donc futur directeur de Tavistock. Ruth Benedict, Erich Fromm de l'école de Francfort. Gardner Murphy, qui est un psychologue de Tavistock, Kurt Lewin, qui était partout, enfin il est mort en 47, mais sinon il était partout, et Gregory Bateson, sur lequel on va aussi pas mal revenir. Voilà. Ouais, Palo Alto, ouais, qui est considéré comme le fondateur de la nouvelle l'école, le collège invisible de Palo Alto, la nouvelle communication. Et à cette époque, il y a un livre qui a été écrit qui s'appelle Civilian Moral, donc la morale civile. Et Kurt Lewin a écrit un article qui s'appelle Time, Perspective and Moral, où il compare la psychologie du gamin et celle de l'adulte. Et il dit que le gamin vit dans le présentéisme. Il vit dans le présentéisme, il voit pas, il planifie pas sur le temps long, il est dans l'instant présent, quoi. Ouais, parce qu'on voit avec la révolution mai 68 qui était sous égide Tavistock CIA. Où c'est des joueurs sans entrave, tout de suite et toutes ces conneries. Voilà. Et chez l'adulte, en fait, l'adulte planifie sur le temps long, mais ça s'effrite avec une augmentation de l'incertitude et les difficultés qu'il frappe. Et à ce moment-là, l'adulte replanifie au jour le jour. Et c'est là que c'est très important le concept de Lewin de psychologie topologique. C'est quand dans un environnement, il y a tellement de tensions que c'est plus l'homme qui interagit avec son environnement, mais c'est l'environnement qui contrôle l'individu. Donc ce qu'on voit pratiquement dans les... là je renvoie à Gouverner par le chaos de Lucien Cerise sur les stratégies du chaos contrôlé. Hein.
Voilà. À partir de là, c'est comme quand on parlait hors antenne de l'effet H, où la pression sociale fait qu'on va s'indexer sur ce que dit le groupe, même si on sait pertinemment que c'est faux. Voilà, et donc encore une fois, c'est permis grâce au stress extrême qu'avait expérimenté John Rawlings Rees à l'Institut Tavistock. Voilà. Sachant aussi qu'on parlait de la Deuxième Guerre mondiale, et à cette époque-là, Tavistock a fait de la propagande pour le Bureau d'information de la guerre, et aussi pour le Bureau des services stratégiques, donc l'OSS, ancêtre de la CIA, et sachant que Bateson en faisait partie, et Kurt Lewin était consultant pour l'OSS. Voilà, mais ils ont fait notamment de la propagande contre Chamberlain, qui voulait faire la paix avec Hitler. Mais le fait le plus important, c'est venu pendant la guerre, et je pense que c'est vraiment le tournant majeur du XXe siècle. C'est ce qu'on a appelé les conférences Macy sur la cybernétique, donc qui se sont déroulées entre 1946 et 1953. Enfin, c'est juste après-guerre, du coup. Et alors, qui est Josiah Macy? Josiah Macy, je crois qu'il avait bossé dans le domaine pétrolier. C'était ce qu'on appelle un Quaker. C'était évidemment financé par Rockefeller. C'est une fondation qui est financée par Rockefeller. Et en fait, encore une fois, on retrouve pas mal de pluridisciplinarité, comme dans d'autres opérations de Tavistock. Donc là, il y a tous les grands noms de la science du XXe siècle. Il y a eu Claude Shannon qui a théorisé plus ou moins la théorie de l'information moderne. Il y a eu John von Neumann, un des pères de la bombe atomique, et qui a créé les premiers ordinateurs modernes en 1946, il me semble. Norbert Wiener, donc le père de la cybernétique moderne. Margaret Mead, encore une fois, Gregory Bateson, Paul Lazarsfeld et Kurt Lewin, je crois que je l'ai pas mentionné, le fameux Kurt Lewin avant qu'il meure en 1947. Il devait y avoir aussi comment il s'appelait, Walter Cannon, qui avait théorisé sur la sagesse du corps, l'homéostasie, qui est très important, qui a pas mal servi dans la théorie générale des systèmes. Et officiellement, ces conférences étaient destinées à mettre au point une science générale du fonctionnement du comportement ou du cerveau. Donc, ce qui a donné naissance ensuite aux neurosciences, au cognitivisme. Mais il faut voir là encore le documentaire de Lutz Dambeck qui s'appelle Das Netz, Voyage en cybernétique, où il explique bien que derrière ça, il y avait la CIA. Et bon, on a vu qu'il y avait un paquet de Tavistockiens. C'était comment s'appuyer sur les études de balistique de la cybernétique pour anticiper sur le comportement humain. Ils se sont dit, voilà comment fonctionne un ordinateur. Ils ont petit à petit complexifié les tâches élémentaires d'un ordinateur, analysé comment outrer les données, comment était extraite une information et comment l'ordinateur donnait un résultat, c'est-à-dire chez l'être humain, comment l'être humain crée sa réalité, on peut le comparer comme ça. Ils se sont dit, le cerveau humain doit fonctionner à peu près pareil qu'un ordinateur. Donc, ils avaient raison, à part que le cerveau grossit ou il s'atrophie physiquement, hein. Notamment quand on regarde la télé, physiquement, le cerveau diminue. Hein. C'est pour ça que quand on reste vraiment longtemps devant la télé, c'est pas le programme qui pose problème, c'est le support. C'est que... Alors, apparemment, je crois que c'est le Emery, c'est ça Ouais, Frédéric Emery. Frédéric Emery, ouais, qui disait que la télé était une forme d'hypnose, parce que le néocortex, visiblement, est inactif. C'est l'hémisphère droit surtout qui est mis à contribution. Il y a des endorphines qui sont dégagées. Et donc ça a l'effet d'une drogue dure. Un exemple d'ailleurs qui est assez connu et qui a été étudié d'ailleurs par le Tavistock et qui a été promu par le Tavistock, c'est une série pour enfants qui est très connue, qui est extrêmement célèbre aux États-Unis, qui s'appelle Sesame Street. Rue Sésame. Et un certain Malcolm Gladwell, donc du Tavistock Institute, disait que ce programme pour enfants était formidable parce qu'il accaparait leur attention, il les formatait, mais il n'avait pas pour but en fait de les éduquer, ni de leur transmettre un savoir, ni de leur donner d'envie d'apprendre. Il devait juste leur donner l'envie d'aimer la télé. Ça n'avait pas d'autre objet. Donc en fait, on est dans le formatage pur et simple. Et il y a eu des exemples un peu plus connus où finalement la télé, enfin le support télé a été utilisé, ou la publicité, juste à des fins hypnotiques et d'accaparement, on pourrait dire, d'accaparement finalement de l'esprit. Un exemple qui était connu aux États-Unis également, c'était la mascotte de Camel, Joe Camel, qui a fait énormément fumer de gamins là-bas. J'avais vu d'ailleurs, les chiffres étaient assez impressionnants. La première cigarette qui était fumée aux États-Unis, nombreux gamins à l'époque tombaient dans les griffes de Camel parce que justement ils avaient grandi avec la mascotte Joe Camel. C-A-M-E-L, 'L, 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 '
you to a T, to a T. Smoke camels and tea. Ou un autre exemple, un des plus célèbres au monde finalement, où la mascotte remplace quasiment le nom, c'est Mickey, qui incarne Disney finalement. Ou bon, le château de la Belle au Bois dormant, mais ça c'est une autre affaire. Mais enfin, dans la tête d'un enfant, Disney c'est Mickey. Voilà. Donc en fait, quand on cherche un peu plus, Disney c'est de l'ésotérisme, c'est de la pédopornographie, c'est toutes ces saloperies. Et sur ce que tu disais, avec la télévision, c'est une combinaison. C'est une combinaison de données, ou plutôt de bombardements d'images, de sons, qui s'accumulent sur les récepteurs, donc les gens qui regardent ça, notamment les gamins. Tu as l'image, tu as le son, tu as comment est agencée l'image. Et il y avait par exemple William Sargant qui avait collaboré au MK Ultra, duquel on va pas tarder à parler, qui était un grand fan des électrochocs et de la lobotomie, qui était un bon pote d'Ewen Cameron, donc qui lui a pratiqué de la lobotomie. Un clinicien canadien qui a fait donc des expériences de lobotomie sur 56 patients, je crois, et qui était également membre du Tavistock. Et ce brave monsieur travaillait pour l'hôpital royal Victoria de Montréal, et il a fait souffrir des gens à des fins expérimentales pour le TI, financé par la CIA, pour le compte également du Tavistock.